Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir invité aujourd'hui et d'accepter ce petit changement. Alors, en fait, en réalité, donc, je vais introduire un petit peu l'intelligence artificielle au niveau clinique. Donc, c'est très intéressant. Pourquoi on parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Parce que quand on parle de ça, on a l'impression qu'on parle de la science-fiction, alors que vous allez voir, c'est quelque chose qui est assez ancien. Et c'est une très belle présentation de l'équipe de New York. Je présenterai la partie clinique et Dr Sanej Tourou présenterait la partie biologique. Donc, par rapport à la petite partie clinique, c'est l'équipe de New York qui ont présenté Monsieur Copperman, un gynécologue donc, la présentation s'intitule Artificial Intelligence in the IVF Lab. Donc, pourquoi l'intelligence artificielle? Vous savez, le monde a changé. Donc, aujourd'hui, la plus grande compagnie de transport n'a aucun taxi et ça s'appelle Uber. Aujourd'hui, la plus grande compagnie d'hôtels n'a aucun hôtel et ça s'appelle Airbnb. Et le plus grand market dans le monde ne produit rien et ça s'appelle Alibaba. Donc, vous voyez que le monde change. On n'a plus besoin d'avoir un stock pour faire des choses. Et l'informatique va nous aider beaucoup. Et bien sûr, dans la santé, les choses sont pareilles. Et juste quelques exemples de ce qu'on fait tout le temps, c'est-à-dire on utilise Google Maps pour arriver ici, pour voir si on ne va pas rater notre belle présentation chez la GOP. Au niveau de nos emails, notre Gmail il filtre nos spams et notre banque a assez d'intelligence artificielle pour évaluer le fraude. Vous imaginez qu'on pourra toujours utiliser ça en médecine. Donc, il faut faire la part entre trois choses. L'intelligence artificielle, c'est un système informatique qui se comporte comme un être humain. Le machine learning, c'est un système qui peut devenir un peu plus intelligent, Monsieur Morelli, qui peut devenir très intelligent, jamais égalé, sans nécessiter l'aide de personne. Et le deep learning, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, vous voyez, c'est comme la poupée russe. Chaque fois qu'on avance, on découvre des choses. Donc, l'intelligence artificielle, c'est assez ancien. C'est presque 1957. Le machine learning, c'est plus récent. C'est comme les emails, etc. Et le deep learning, il peut reconnaître un enfant, un chat, etc. Et dans le futur, l'ordinateur va bien sûr dépasser l'être humain. Et quand vous regardez l'histoire de l'intelligence artificielle, on retrouve Monsieur John McCarthy qui a parlé de ça en 1957. Vous imaginez? Et c'était amusant pour moi de trouver que à l'époque de Kasparov, si quelqu'un connaît encore qui est Garry Kasparov, et donc il a dû faire un tournoi d'échecs contre l'ordinateur. Je ne connais pas quels étaient les résultats à l'époque. Diplo a fini par gagner, bon, parce qu'il était américain, j'imagine. Donc, comment on peut appliquer ça en médecine? En fait, on peut imaginer qu'on peut penser à une maladie. Et d'ailleurs, on a utilisé ça maintenant pour le COVID-19, c'est-à-dire on prévoit la maladie, les symptômes, on fait une analyse rapide de comment traiter cette maladie et on peut même trouver la molécule qui va la traiter. Donc, pour tout ça, il faut avoir the big data, l'information. Donc, cette information, en matière de fécondation in vitro, on va avoir ce qu'on a un cycle naturel, le citrate de chlomifètre, qu'est-ce qu'elle a fait, etc., la FIV, la chirurgie, et il faut ramasser ça. Et plus on aura d'informations, plus ce sera pas facile pour nous pour avancer. Bien sûr, il faut connaître les informations qui concernent le monsieur et madame. Vous imaginez toute cette data collectée. Donc, on va la mettre dans un processeur qui va commencer à fonctionner et il va nous sortir des résultats.
Donc, on est vraiment au début de l'intelligence artificielle à l'heure des PMA, mais je pense que ça va venir très rapidement. Donc, plus on a d'informations sur la chirurgie robotique, sur les prédictions, sur la congélation, sur les décisions cliniques et le prix, le coût, plus rapide on va y aller. Donc, ils ont essayé de développer un outil pour aider dans la décision dans la PMA. Ça veut dire ils prennent ce couple, ils l'ont appelé couple Markov, et ils font les analyses génétiques, biologiques, l'âge du couple, aussi combien ils veulent dépenser, parce qu'aux États-Unis, c'est très facile, on vous demande combien vous pouvez dépenser, combien vous ne pouvez pas. Ils ont mis tout ça dans une machine et ils ont sorti de résultats. Et là, ils ont dit que si on fait juste une FIV, si on fait une FIV avec donneur, si on fait des inséminations, donc on a fait tout ça pour sortir avec cet algorithme-là. Donc cet algorithme-là, on va le mettre dans la machine et c'est la machine qui va faire les calculs à notre place. Et quand on regarde, donc ils ont trouvé qu'il y a presque 1 milliard de possibilités techniques avec toute cette big data. Et par exemple, pour ce couple-là, donc la machine te sort avec toutes ces données-là. Vous faites 3 cycles de clomide. Si ça ne marche pas, passez à la FIV. Parce que sinon, vous risquez de perdre votre argent. Pour ce couple-là, c'est inutile. Et eux, ils veulent, avec tout ça, convaincre aussi les assurances, que maintenant, c'est inutile de dépenser plus d'argent. Et le couple, on leur demande des questions genre combien de grossesses vous voulez, combien vous voulez dépenser, est-ce que vous êtes capable de congeler des embryons, etc. C'est des questions très précises à l'américaine et ça continue. Donc, ça donne une efficience dans le domaine de la santé, un grand succès et moins de mauvais cas. Donc, c'est les différentes machine learning models. Voilà, c'est ça le plus intéressant. Donc, combien d'embryons de fluide pour ce couple-là? En fait, il faut connaître tout ça. C'est pas juste le nombre d'ovocytes, la qualité des spermatozoïdes et le jour du transfert. Ils veulent vraiment connaître toutes ces informations-là, l'âge de la femme, la réserve ovarienne, les stimulations, combien d'enfants vous voulez, combien de cycles, est-ce que vous voulez ou non des embryons surnuméraires, parce que pour des raisons éthiques ou religieuses, il y a certaines personnes qui refusent la congélation des embryons. Donc, on a ça, on a madame, on a monsieur, et ils ont fait cette étude sur, comme vous voyez, 7400 cas et 4500 patientes. Et maintenant, ils peuvent dire avec presque, c'est-à-dire que si vous faites une biopsie au 5e jour, avec des embryons de bonne qualité, l'absence de facteur utérin, et si on a 3 embryons, on aura 93% de chances de succès dès la première tentative. C'est ce qu'ils disent. Donc, en conclusion, le machine learning, l'algorithme, va nous aider à prendre de belles décisions et travailler plus facilement. Donc, après, est-ce qu'on sera meilleur pour le choix des embryons? Parce qu'on n'a pas que la machine qui va choisir à notre place. Et donc, l'un des éléments le plus important, c'est comment choisir le meilleur embryon pour le transfert. À part, donc quand on fait une FIV, vous imaginez, ça c'est une fiche de stimulation. On va dire la dame a 34 ans, la MH a 3, donc une BMI à 21, donc on va calculer tout ça et on va dire, ah voilà, on commence par 2 ampoules de gonadotrophine. Mais vous imaginez que si on avait une machine qui faisait tout ça à notre place, c'est-à-dire au lieu d'appeler généralement un ami ou discuter dans un stade, vous entrez toutes ces infos-là dans la machine et elle vous dit, je vous assure que si vous faites ça, vous aurez une grossesse. Le deuxième élément, c'est on a un transfert d'embryon.
et on ne sait pas quelle est la meilleure méthode pour transférer l'embryon, pour le protocole de transfert d'embryon congelé. Aussi, il va vous faire le calcul à votre place et dire quelle est la meilleure progestérone orale, vaginale, intramusculaire, etc. Ils font tous ces calculs-là et ils vont te dire la probabilité de grossesse du premier cycle, du deuxième cycle, du troisième cycle. Et c'est important parce que vous pouvez analyser votre data. L'information va venir tout le temps et on va améliorer notre résultat parce que la machine va apprendre et nous, on va apprendre de tout ça. Donc, on a l'information qui arrive, il y a une validation, puis il y a une validation à l'aveugle et il faut une validation de l'extérieur. Donc, en conclusion de cette présentation et avant de passer à la présentation suivante, donc ils disent good data is good data in, good data out, c'est-à-dire pour avoir un bon retour de la machine, il faut d'abord la nourrir de la bonne information, sinon on va avoir des mauvaises surprises parce que 1% d'erreur peut être mauvais pour les résultats. Et il faut personnaliser ces méthodes de prédiction, de décision. Et dès qu'on aura ça, nos patientes vont bénéficier d'une meilleure prise en charge. Et je passe la parole à ma collègue pour parler de l'intelligence artificielle au laboratoire.